Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne Histoire vraie de crime, où nous examinons ensemble des affaires criminelles réelles qui ont marqué l'histoire et bouleversé des communautés entières. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la petite ville de Lakewood, au Colorado, où l'année 2019 fut assombrie par un double meurtre glaçant et inattendu. Les victimes, un couple respecté composé d'un avocat consciencieux et d'une agente immobilière charismatique, semblaient mener une existence sans histoire auprès de leur fille adolescente, une élève studieuse qu'on aurait cru incapable d'une quelconque violence. Et pourtant, c'est dans cette même demeure familiale, entre les murs qui préservaient jusqu'alors un parfait vernis de normalité, que se sont produites des révélations macabres et bouleversantes. Avant de plonger dans le cœur de cette affaire, j'aimerais vous demander, si vous appréciez ce genre de récit, de bien vouloir mettre un j'aime à cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Cela m'encourage beaucoup à poursuivre mes recherches et vous proposer d'autres contenus de ce type. L'histoire débute officiellement le 12 juillet 2019. Cette date-là, le service de police local de Lakewood reçoit un appel d'un voisin affolé qui, depuis sa fenêtre, aperçoit la porte d'entrée de la maison de l'avocat William Proctor, grande, ouverte en pleine nuit. La silhouette familière de l'homme que l'on voyait souvent partir au travail de très bonne heure n'est nulle part. Sans trop hésiter, l'interlocuteur anonyme du standard de police se rend sur place pour voir si tout va bien. Avant même de franchir le seuil, il perçoit un silence pesant qui le dissuade d'aller plus loin. Arrivé quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre découvrent à l'intérieur une scène d'un calme inquiétant. Le salon a l'air rangé à première vue, mais de menus détails retiennent l'attention des agents. Sur la table basse, il y a un gobelet de café renversé, et dans le couloir qui mène à la cuisine, on discerne des traces subtiles de pas boueux, comme si quelqu'un avait fait des allers-retours en pleine précipitation. Les enquêteurs progressent prudemment jusqu'aux chambres du premier étage. À l'entrée de la chambre parentale, ils tombent sur deux corps inanimés. Celui de William Proctor, allongé sur le lit, ne présente pas de blessures apparentes, pas plus que celui de son épouse, Mélanie. Le médecin légiste, appelé sur place, conclut rapidement à une asphyxie, plus précisément un étouffement. Les premiers indices laissent penser qu'il y a eu une mise en scène de cambriolage. La porte d'entrée n'était pas fermée. Quelques tiroirs ont été fouillés et plusieurs objets de valeur ont disparu ou sont éparpillés dans la maison. Pourtant, rien ne prouve qu'il y ait eu intrusion forcée. Les pièces semblent en ordre relatif, comme si le ou les responsables avaient consciencieusement choisi ce qu'ils emporteraient, tout en prenant le soin de donner l'illusion d'un désordre. Les deux victimes, qu'on appelle d'emblée le couple Proctor au sein du voisinage, étaient perçus comme des personnes fiables. L'homme exerçait le métier d'avocat avec rigueur et passait pour un père à la fois réservé et strict, attaché à la réussite de sa fille unique, Amanda. Sa femme, figure sociable et avenante, évoluait dans l'immobilier et avait la réputation d'exceller dans l'organisation d'événements locaux. Tous deux étaient considérés comme des piliers de leur communauté, toujours prêts à apporter un soutien moral et financier à des associations de voisinage ou des petits entrepreneurs cherchant à s'implanter dans la région. Ensemble, ils formaient un couple uni, souriant, sans heurts apparents, le genre de famille qu'on voyait lors des célébrations de fin d'année, radieux, ponctuellement photographiés dans les magazines du comté, pour illustrer la réussite tranquille de Lakewood. De ces premiers constats, on ne voit qu'un seul point obscur: l'absence totale de traces de la jeune fille de 17 ans, Amanda. Les policiers notent que sa chambre était vide. Rien ne semble cassé ni renversé, mais son lit n'a pas été fait, un sac à dos manque, et quelques-uns de ses vêtements ne sont plus dans l'armoire. Les voisins
commencent à se demander si l'adolescente n'a pas été enlevée en même temps que ses parents ont été tués. L'enquête démarre dans un climat d'incompréhension et d'angoisse collective. On fouille d'abord la maison de fond en comble, en quête de n'importe quel indice matériel. Restes de fibres sur un tapis, documents compromettants, téléphone portable, ordinateur. Puis, on recueille des témoignages informels auprès des voisins les plus proches. Certains disent avoir remarqué que la jeune fille sortait moins souvent ces derniers temps, délaissant même les activités extrascolaires auxquelles elle était assidue. Un autre, qui la connaissait via une association de bienfaisance, la décrit comme intellectuellement précoce, extrêmement studieuse, mais peut-être plus fragile qu'elle ne le laissait paraître. C'est déjà la première fissure dans l'image qu'Amanda renvoyait à l'extérieur. Chacun dans le voisinage a un mot d'éloge à l'égard de l'adolescente, lui reconnaissant une politesse et un calme exemplaires. Mais plusieurs s'accordent aussi à dire qu'on sentait chez elle une tension intérieure, comme si elle s'efforçait de paraître parfaite en toutes circonstances, sous le regard intransigeant d'un père un peu trop directif. D'autres mentionnent avoir vu, peu de temps avant les faits, des livreurs se présenter au domicile avec des paquets assez volumineux, qu'Amanda récupérait discrètement. Ces livraisons de matériel électronique ou vestimentaire coûteux ne semblaient pas cadrer avec l'idée d'une adolescente vivant en toute simplicité. Assez vite, la police met la main sur un élément déroutant, un selfie diffusé sur les réseaux sociaux d'Amanda le soir même du drame, accompagné d'un commentaire sobre et apparemment anodin. La publication, géolocalisée, aurait été prise à plus de 100 km de Lakewood. On y aperçoit la jeune fille dans un environnement neutre, visiblement un intérieur de chambre d'hôtel, flou, comme si elle avait tenté de prendre la photo à la hâte ou dans de mauvaises conditions d'éclairage. L'enquête montre que l'adolescente n'a pas mis de légende explicite, se contentant de quelques mots et d'émoticônes banals, mais la géolocalisation saute aux yeux. Cela suscite immédiatement l'interrogation. Comment Amanda a-t-elle pu se retrouver dans un hôtel aussi éloigné, au même moment où ses parents, eux, semblent avoir été asphyxiés dans leur propre chambre? Les inspecteurs responsables du dossier, 2 enquêteurs chevronnés du district, prennent les choses en main. Le premier, un homme méthodique, a déjà résolu plusieurs affaires de meurtre dans la région et se caractérise par sa rigueur scientifique. Il exécute pas à pas chaque procédure de recueil d'indices, reconstitue les faits par ordre chronologique et s'appuie beaucoup sur les rapports de médecine légale. La seconde, plus jeune, est reconnue pour son empathie et sa capacité à établir un contact avec les témoins, même les plus récalcitrants. Ensemble, ils procèdent à des interrogatoires auprès de l'environnement proche du couple Proctor. Les parents, frères, sœurs ou cousins de William et de Mélanie, quand on parvient à les joindre, n'ont aucune information probante sur la disparition d'Amanda, ni sur d'éventuels conflits familiaux. Tout au plus, certains mentionnent que la famille de William, très conservatrice, aurait pu désapprouver le style de vie plus libéral de Mélanie, mais rien n'indique un profond clivage susceptible de conduire à un meurtre. En revanche, on apprend que, peu de temps avant le drame, William avait modifié sa succession. Il avait stipulé que sa fille unique hériterait d'une somme importante, à condition de respecter des critères bien définis. Une réussite scolaire sans faille et un comportement exempt de toute condamnation pénale ou scandale susceptible de ternir la réputation familiale. Ceci soulève de nombreuses questions. Pourquoi cette clause aussi stricte? William craignait-il que sa fille commette quelque écart majeur? Les enquêteurs n'omettent pas d'interroger les proches de Mélanie. À travers divers témoignages, émerge le portrait d'une mère attachée aux apparences, soucieuse de projeter l'image d'une famille exemplaire. L'ambition, la réussite sociale et le respect des conventions semblaient être des valeurs très ancrées chez elle.
on l'imaginait toujours prête à défendre ardemment sa progéniture. Mais certains la soupçonnaient d'exercer une pression énorme sur Amanda, tout particulièrement en ce qui concerne les performances académiques, l'inscription future à une université prestigieuse et le maintien d'un comportement irréprochable face aux voisins et aux connaissances de la famille. Plus troublant encore, l'une des amies de Mélanie, qui a fait sa connaissance lors de réceptions immobilières, prétend que la mère aurait déjà envisagé de recourir à un internat spécialisé ou à un établissement de soins pour les mineurs présentant des fragilités psychologiques. Selon cette source, Mélanie trouvait la personnalité de sa fille de plus en plus étrange. Elle aurait confié à demi-mot que la jeune fille montrait parfois des accès de panique ou des comportements impulsifs, notamment sur Internet. Cependant, la peur du scandale, la volonté de sauver la façade d'une famille bien sous tout rapport, aurait prévalu sur l'idée de mener une démarche officielle ou d'impliquer des professionnels de la santé mentale. À mesure que l'enquête progresse, les éléments se cristallisent autour d'un angle surprenant. La possibilité que la disparition d'Amanda ne résulte pas d'un enlèvement, mais d'une fuite. Les équipes de police obtiennent des relevés bancaires. Ils constatent que, dans les semaines précédant les meurtres, plusieurs gros retraits en liquide ont été effectués sur le compte épargne qu'Amanda détenait conjointement avec son père, mais sans l'accord explicite de celui-ci. Des paiements par carte bancaire, également, confirment que l'adolescente a pu réserver elle-même la chambre d'hôtel où la fameuse photo fut prise. De plus, la relecture minutieuse d'anciens courriels montre qu'elle échangeait avec un homme bien plus âgé, résidant dans un autre État, qui pourrait éventuellement jouer un rôle dans son évasion ou dans un plan plus sombre. L'adolescente tenait un discours ambigu, laissant entendre qu'elle allait tout plaquer et qu'elle ne supportait plus la pression exercée sur elle par ses parents. Les inspecteurs s'interrogent sur la nature de cette relation. S'agit-il d'une influence néfaste, d'une manipulation? Ou Amanda cherchait-elle à tout prix quelqu'un pour la soutenir dans un projet personnel radical? Face à ces informations, l'affaire prend une autre tournure. Les doutes s'intensifient. Amanda est-elle une victime, emportée par un réseau criminel, ou au contraire l'auteur d'un acte inimaginable, motivé par une rancune cachée contre ses parents? Les experts en balistique n'ayant relevé aucune trace d'arme à feu, ils se focalisent paradis sur l'étouffement. Comment et avec quoi les victimes auraient-elles été étouffées? L'examen médico-légal révèle qu'un oreiller a probablement servi, car de fines fibres correspondent à celles de la literie du couple Proctor se retrouvent dans la bouche et le nez de William et de Mélanie. Par ailleurs, on ne décèle aucune trace d'effraction aux portes ou aux fenêtres, ni de lutte dans la chambre. Les victimes n'ont manifestement pas eu le temps de se défendre, ou bien l'agresseur était une personne de confiance qu'elles n'ont pas jugé nécessaire de repousser immédiatement. L'ADN récupéré sur l'oreiller est trop mélangé pour être formel, mais on relève néanmoins des traces cutanées qui pourraient correspondre à celles d'une femme. Rien n'est officiellement confirmé, mais les soupçons se tournent de plus en plus vers Amanda. Le tournant décisif survient lorsque le principal enquêteur obtient la liste des caméras de surveillance locales. Plusieurs commerces, dans une zone commerciale proche de Lakewood, ont enregistré le passage d'une berline louée à l'avance. Par recoupement, on réalise qu'il s'agit d'un véhicule que l'adolescente avait réservé en ligne en se faisant passer pour sa mère, en usurpant le numéro de permis de conduire de cette dernière. Les images vidéo, bien que de qualité moyenne, montrent une jeune fille aux cheveux longuement tirés en arrière, visiblement nerveuse, se dirigeant vers le parking où elle monte dans la berline, sans que personne ne l'accompagne. Le lendemain des meurtres, cette même voiture réapparaît dans une station-service à plus de 80 miles de Lakewood. Sur les images, on la voit acheter quelque chose à manger, probablement en vitesse, avant de reprendre la route. Plus loin,
Un péage urbain la filme de dos. Cela confirme qu'elle roulait seule, ou en tout cas sans passager sur le siège avant. À ce stade, l'hypothèse de la mise en scène d'un cambriolage inventé pour dissimuler les véritables circonstances du double meurtre se solidifie. Les discussions avec d'anciens camarades d'école d'Amanda apportent également un faisceau d'indices sur son état d'esprit. Il s'avère que, derrière ses excellentes notes, son comportement réservé, son apparence irréprochable, elle vivait une grande angoisse de l'échec. Les exigences académiques et parentales, la pression d'obtenir un baccalauréat avec mention pour prétendre à une bourse universitaire, tout cela pesait lourd sur la jeune fille. Plusieurs condisciples évoquent également une rumeur selon laquelle elle n'aurait pas été la fille biologique de William. Cette rumeur, qui circulait à bas bruit, se serait intensifiée quand, plus jeune, certains avaient remarqué qu'elle ne ressemblait ni à son père ni à sa mère. Amanda, blessée par ces insinuations, aurait tenté de nier, puis d'ignorer ce genre de commentaires. Toutefois, les enquêteurs mettent la main sur des lettres manuscrites, retrouvées dans un carton au sous-sol de la demeure des Proctor, qui prouvent l'existence d'un secret familial. La mère d'Amanda avait eu un enfant hors mariage avant de rencontrer William, et celui-ci, par amour ou par convenance, avait accepté de reconnaître l'enfant comme le sien, à condition que cette histoire ne s'ébruite jamais. Amanda n'aurait découvert la vérité que quelques mois avant le double homicide, et cette révélation l'aurait profondément déstabilisée. Cette dimension psychologique prend de l'ampleur lorsqu'on met la main sur des brouillons de courriels rédigés par Amanda sur un ordinateur familial. Elle y exprime son sentiment d'avoir été manipulée toute sa vie, d'avoir vécu dans un mensonge perpétuel. Elle craint aussi d'être envoyée dans un établissement psychiatrique. La mention explicite d'un projet de placement figure dans l'un de ses courriels, avec des formules d'angoisse. « Maman dit que je ne suis pas normale. Ils veulent me faire disparaître dans un centre spécialisé. Je ne les laisserai pas ruiner ma vie. » On devine un sentiment de trahison, d'injustice, mêlé au besoin de préserver son avenir. L'adolescente avait si bien construit une image de jeune fille parfaite que sa fragilité, d'après ses brouillons, était inconnue de presque tout son entourage. Elle se décrivait comme prise au piège. Le Nouveau Testament, modifié par William, l'obligeait à se maintenir dans le droit chemin, sinon elle ne toucherait pas l'héritage ni l'aide financière nécessaire à ses études supérieures. De surcroît, si sa mère la jugeait instable mentalement, on pourrait la priver de cette manne financière et la signaler aux autorités sociales. C'est du moins ce qu'elle affirmait. On comprend mieux la détresse croissante qui l'a peut-être poussée à commettre l'irréparable. Les suspicions se concentrent alors sur Amanda, de façon quasi unanime. Mais il subsiste des doutes sur la manière dont elle aurait pu exécuter ces meurtres toute seule, et surtout sur la logistique déployée juste après, afin d'effacer au mieux les traces et de simuler un cambriolage. Une piste explore la possible complicité de l'homme plus âgé, repéré dans les courriels et les échanges virtuels. Toutefois, les enquêteurs n'identifient aucun mouvement suspect de cet individu durant la période des faits, et ses relevés d'appel le situent dans un autre état, sans déplacement notable. En réalité, la dernière correspondance entre Amanda et lui aurait eu lieu une semaine avant les meurtres, et rien n'indique qu'il ait été à Lakewood ce jour-là. La police se demande s'il n'existe pas d'autres complices inconnus, peut-être rencontrés en ligne, qui auraient pu l'aider sur le plan matériel. Mais les relevés informatiques, les factures de la carte bancaire, les enregistrements vidéo, tout semble pointer vers l'autonomie d'Amanda dans la préparation et l'exécution de son plan morbide. Dans le même temps, les détectives procèdent à l'examen médico-légal des vêtements retrouvés dans la buanderie. Ils y découvrent un pyjama qui pourrait être celui d'Amanda, portant des traces infimes de sang. Toutefois, ces résidus sanguins appartiendraient à un parent proche,
sans qu'on puisse déterminer s'il s'agit de William ou de Mélanie, tant la quantité est minime. Il se peut que, dans l'altercation ou la panique, une égratignure ait provoqué cette goutte de sang. Le plus déroutant, c'est que les enquêteurs perçoivent dans chaque indice la marque d'une planification méthodique. Comme si Amanda, éprouvée par la découverte de sa véritable filiation et terrorisée par la menace d'un internement, avait décidé de supprimer toute possibilité que son secret s'ébruite davantage et de se libérer par un acte extrême. Son passage dans un hôtel de luxe le soir même, ses achats en ligne, son usage d'Internet pour nouer des relations ambivalentes, tout cela révèle une détermination qu'on ne soupçonnerait pas chez une adolescente de 17 ans. Entre-temps, les funérailles de William et Mélanie rassemblent une partie de la communauté de Lakewood sous le choc. La mise en bière se déroule dans une petite église où voisins et amis se recueillent en mémoire de ce couple tragiquement disparu. L'absence totale d'Amanda alimente rumeurs et inquiétudes. Beaucoup refusent de croire que cette adolescente à l'air si doux ait pu commettre un double meurtre, et pourtant l'évidence accumulée pèse lourd. Parmi les proches, on sent la colère et la tristesse s'entremêler. Certains membres de la famille, d'abord convaincus qu'Amanda avait été kidnappée, commencent à se demander si elle ne fuit pas tout simplement la justice. La tension monte à Lakewood. Les journaux locaux relayent l'affaire en boucle, insistant sur l'énigme de la jeune fille manquante, possible meurtrière ou victime d'un criminel introuvable. Sur les réseaux sociaux, les hypothèses les plus folles circulent. On accuse tantôt un réseau de prostitution qui aurait endoctriné Amanda, tantôt un mystérieux complice qui l'aurait incité à éliminer ses parents. Les enquêteurs, eux, tentent de garder la tête froide. Ils amassent systématiquement toutes les preuves disponibles et communiquent le strict minimum à la presse. Les perquisitions se multiplient. On fouille d'anciens téléphones. On planifie des filatures discrètes dans les motels et hôtels de la région, au cas où Amanda déciderait de repasser au Colorado. Le coup d'éclat se produit environ 4 semaines après la découverte des corps, lorsque la police d'un comté frontalier du Nouveau-Mexique signale l'arrestation d'une jeune femme correspondant à la description d'Amanda Proctor. Cette dernière, hébergée dans un petit motel miteux, avait attiré l'attention du gérant en tentant de payer en liquide une somme importante pour plusieurs nuits consécutives, tout en se montrant nerveuse et méfiante. Les autorités locales la questionnent, vérifient son identité et confirment qu'il s'agit bien de l'adolescente recherchée. Prévenue de cette découverte, l'équipe d'enquêteurs de Lakewood se rend immédiatement sur place pour la placer en état d'arrestation et la ramener au Colorado. Selon le rapport de la police locale, la jeune fille n'a pas opposé de résistance majeure, se montrant au contraire éteinte, presque soulagée d'être retrouvée. On note qu'elle avait en sa possession plusieurs milliers de dollars en liquide, un faux permis de conduire et quelques bijoux issus vraisemblablement de la maison parentale. Lors de sa première audition officielle, Amanda nie les accusations de meurtre. Elle affirme être partie de chez elle de son plein gré après avoir découvert ses parents déjà morts, terrifiée à l'idée d'être accusée à tort ou de finir enfermée dans un établissement pour mineurs. Elle évoque aussi la pression familiale et l'état d'épuisement psychologique dans lequel elle se trouvait. Mais cette version des faits s'effrite rapidement face à la montagne de preuves techniques accumulées. Les incohérences temporelles dans son récit, l'achat préalable d'objets liés à la mise en scène d'un cambriolage, la correspondance qui témoigne de son ressentiment envers ses parents, tout la désigne comme l'instigatrice du crime. Les enquêteurs l'interrogent aussi sur les lettres trouvées au domicile, les courriels où elle parlait de se libérer d'un carcan familial, et la clause de la succession, la contraignant à rester dans le droit chemin. Confrontée à ces éléments, Amanda se mure d'abord dans le silence, puis finit par admettre, du bout des lèvres, avoir planifié une forme d'accident. Elle prétend qu'elle ne voulait pas les tuer,
mais seulement les faire taire, tout en donnant le change d'un cambriolage pour que, plus tard, elle puisse hériter de manière à financer ses études. Mais cette semi-confession arrive tard, et les experts en psychologie de la police décrivent une jeune fille ayant développé une forme de froide détermination, probablement sous l'effet d'une détresse incontrôlée. Le procès, très médiatisé, s'ouvre à la fin de l'année 2019. Dans une salle d'audience bondée, la jeune fille comparaît en compagnie d'un avocat de la défense commis d'office en raison de la dissolution rapide du patrimoine familial pour couvrir les frais juridiques initiaux. Le procureur, déterminé à obtenir une condamnation exemplaire, dresse un réquisitoire implacable. Il met en avant la duplicité et la préméditation dont Amanda aurait fait preuve, l'achat de la location de voiture, la planification d'un alibi sur les réseaux sociaux, l'obtention en cachette d'une réserve d'argent, la manipulation d'un faux permis. Il fait aussi état de la grande stabilité psychologique de l'adolescente sur le plan scolaire, évoquant qu'une éventuelle fragilité ne saurait expliquer la cruauté et le sang-froid constatés dans cet homicide. À l'inverse, la défense tente de présenter Amanda comme une mineure, en situation d'extrême vulnérabilité, victime de pression familiale colossale et d'un environnement psychologiquement oppressant. Les arguments visent à plaider une forme de démence passagère, ou, à tout le moins, une altération du discernement. Durant le procès, on écoute un à un les témoins. Une voisine raconte la fois où elle a trouvé Amanda en pleurs dans son jardin, après une altercation avec son père, qui la réprimandait violemment parce qu'elle aurait obtenu un B au lieu d'un A dans un devoir scolaire. Un camarade de classe témoigne du harcèlement dont Amanda disait avoir été la cible, à cause de rumeurs sur sa filiation. Un autre exposé relate qu'elle redoutait plus que tout d'être envoyée dans un centre, qu'elle vivait cela comme un rejet absolu de la part de ses parents. Les experts médicaux décrivent le mode opératoire de l'étouffement, qui serait compatible avec une personne de la corpulence d'Amanda, précise et déterminée, profitant d'un moment où ses parents dormaient ou ne se méfiaient pas. Les enquêteurs spécialisés en cybercriminalité apportent la preuve qu'Amanda a cherché en ligne des scénarios de fausses effractions et des méthodes pour maquiller un meurtre en cambriolage qui aurait mal tourné. Le procès devient pour la communauté un spectacle à la fois macabre et fascinant. Tout le monde découvre peu à peu l'ampleur des faux-semblants, la manière dont une famille pouvait se présenter sous des traits idylliques, mais dissimuler des tensions colossales et des mensonges autour de la naissance de l'enfant. L'atmosphère devient étouffante dans la salle d'audience, où le public retient son souffle à chaque nouvelle révélation. Au fil des débats, la défense d'Amanda s'effondre. Les larmes de la jeune fille, parfois, semblent sincères, mais le jury n'est pas convaincu que cela suffise pour conclure à un acte impulsif ou commis sous l'emprise d'une folie passagère. Ils y voient au contraire la mise à mort réfléchie d'un père et d'une mère, qu'elle jugeait responsables de ses malheurs et de la menace d'internement. Les preuves informatiques sont d'autant plus accablantes. La chronologie des connexions, la géolocalisation de son téléphone portable, la réservation de la chambre d'hôtel, les captures de caméras dans les stations-service. Tant d'éléments s'imbriquent pour dresser un dossier solide en faveur de l'accusation. Finalement, après plusieurs jours de délibération, le jury rend son verdict. Amanda est reconnue coupable des meurtres de William et Mélanie. Malgré la controverse autour de son âge, de ses supposées vulnérabilités psychologiques et des pressions subies, la Cour conclut à un double homicide avec préméditation. La sentence est lourde. La jeune fille est condamnée à une peine de plusieurs dizaines d'années de réclusion, avec un aménagement éventuel suivant son évolution, en détention. On justifie la sévérité de la peine par la cruauté de l'acte, l'usage d'une mise en scène pour dissimuler le crime et l'absence de véritable remords exprimés de manière cohérente.
Dans la petite communauté de Lakewood, l'annonce du verdict est accueillie par un soulagement amer. Les proches de la famille Proctor se disent à la fois satisfaits de voir la vérité éclater et profondément attristés qu'une histoire familiale en apparence si parfaite ait pu dériver jusqu'à un dénouement aussi funeste. Les conséquences, pour tous les protagonistes, sont dévastatrices. La maison du couple Proctor, vidée de ses occupants, est mise en vente par un membre éloigné de la famille. Personne dans le voisinage ne veut racheter ces murs chargés d'un drame aussi sombre. La réputation de Lakewood, naguère décrite comme un havre de tranquillité, en prend un coup. Les médias nationaux s'y intéressent, relatant comment une adolescente qui semblait avoir un brillant avenir a pu sombrer dans le crime. Certains journaux s'emparent du sujet pour lancer des débats sur les pressions qui pèsent sur la jeunesse, les secrets familiaux, la montée de la compétition scolaire et les conséquences de l'isolement psychologique. De nombreuses associations locales, notamment celles consacrées à la santé mentale des adolescents, pointent du doigt l'impossibilité qu'Amanda a eue de se confier. Selon leur porte-parole, si l'adolescente avait pu avoir accès à une aide psychologique adaptée, si la famille avait fait preuve de plus de transparence et d'écoute au lieu de protéger son image sociale, peut-être que ce drame aurait pu être évité. Sur le plan légal, ce procès devient un cas d'école. Il soulève la question de la responsabilité pénale des mineurs dans des actes d'une telle gravité et du manque d'encadrement familial dans certaines situations. Les avocats qui ont suivi l'affaire y voient un exemple frappant de la manière dont les fils ténus de la relation parent-enfant peuvent se rompre quand le dialogue fait place à la contrainte et à la dissimulation. Les policiers, eux, en retiennent la nécessité d'investiguer sans préjugés, même quand le principal suspect est une jeune fille de bonne famille, irréprochable sur le papier. Des années plus tard, Amanda demeure incarcérée dans un établissement pour détenus mineurs, puis transférée dans une prison pour adultes à sa majorité. Les rares échos de sa vie derrière les barreaux parviennent par l'intermédiaire d'un fonctionnaire chargé de son suivi. Il semblerait qu'elle suive désormais une thérapie, ait entrepris des études par correspondance et présente des regrets profonds, ou du moins le regret de ne pas avoir trouvé d'autres solutions. Certains psychologues qui ont pu l'approcher parlent d'un intellect très affûté, mêlé à une immaturité affective extrême qui l'a poussé à des actes irréparables. De son côté, la ville de Lakewood a tenté de tourner la page, mais beaucoup de gens se souviennent du visage de l'adolescente sur les panneaux d'alerte diffusés au moment de sa cavale, un visage dont le sourire apparaissait si énigmatique. Ainsi se referme ce chapitre amer, démontrant une fois de plus combien la frontière est mince entre l'apparence d'une vie parfaite et la réalité des tragédies cachées. Les gens de la communauté, qui autrefois admiraient cette famille pour sa respectable réussite, ont découvert avec effroi qu'un foyer peut s'effondrer de l'intérieur, sans signe extérieur immédiat, lorsque les non-dits, la honte et la peur de l'opprobre social remplacent la solidarité et l'honnêteté. On raconte encore, dans les rues de Lakewood, ces dîners somptueux, organisés par la mère, où tout le quartier était invité et où l'on riait, sans se douter, que sous ce vernis de convivialité, une sombre histoire d'identité, de secrets et de pression insupportables se tramait. Il reste aujourd'hui, dans cette affaire, l'incompréhension de voir une jeune fille d'un si grand potentiel briser sa propre existence et anéantir celle de ses parents dans la foulée. Pour ma part, je trouve cette affaire incroyablement éprouvante. En tant que femme, je ressens un pincement au cœur lorsque j'imagine l'isolement émotionnel d'une adolescente persuadée de n'avoir aucune autre issue que la violence. Ce sentiment d'empathie n'excuse évidemment en rien l'horreur du geste commis, mais il rappelle à quel point la communication, l'écoute et l'aide professionnelle sont cruciales pour prévenir de telles tragédies. Je vous remercie énormément d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout.
Si vous souhaitez continuer à explorer des histoires vraies de crimes qui nous poussent à réfléchir sur la nature humaine, j'ai préparé d'autres vidéos dans lesquelles je vous présente des enquêtes tout aussi surprenantes, avec leur lot de rebondissements et d'énigmes troublantes. J'espère que vous aurez la curiosité d'y jeter un œil, car chacune de ces affaires nous rappelle, à sa manière, que la frontière est ténue entre l'ordinaire et l'impensable. Je vous invite donc à poursuivre l'aventure sur ma chaîne, prenez bien soin de vous et à très bientôt.